Tout de suite, je vais laisser la parole à Caroline Bouffot, qui est Head of Travel chez Google France, pour une première présentation introductive intitulée « L'ère de la conversation, comment adapter sa distribution aux nouveaux usages ». Donc, on accueille Caroline. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bienvenue chez Google. On est enchanté d'accueillir Next Tourism pour la 2e année dans nos locaux. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez passer une excellente journée. Je m'appelle Caroline Bouffot, donc je suis en charge de l'activité de Google France avec les acteurs du tourisme et du transport. Aujourd'hui, le sujet dont j'aimerais vous parler, c'est de la transition qui est en marche, sans mauvais jeu de mots, entre un monde mobile first et ce qu'on appelle l'ère de la conversation. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, marketeurs dans le travel? Plus de 50%. Alors, plus de 50%, qu'est-ce que c'est? C'est la part des recherches qui sont dorénavant effectuées depuis un mobile sur Google. Et cette barre, en réalité, elle a déjà été franchie allègrement dans certains pays, depuis même, dans certains cas, plusieurs années. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? En fait, ça entraîne évidemment une disruption majeure des usages des consommateurs. Donc très concrètement, et vous l'expérimentez tous les jours, c'est des parcours clients qui sont de plus en plus fragmentés. C'est une attente croissante d'immédiateté. Et c'est même finalement la disparition de la notion de session ou de visite qui sont remplacées par des moments, c'est-à-dire autant de points de contact digitaux qui sont une occasion pour vous d'adresser le bon message au bon moment à la bonne personne. Dans un monde qui est mobile first, les attentes des clients évoluent. On ne se sert pas de son mobile de la même manière qu'on se sert d'un ordinateur, pas aux mêmes heures, pas dans le même contexte. C'est pour ça que, si on prend l'exemple de Google, donc on continue à améliorer énormément l'expérience de recherche depuis un mobile, pour être le plus pertinent possible. Un exemple travel que vous voyez ici, je suis dans la rue, je demande à mon téléphone de me retrouver les vols que j'ai réservés pour mon prochain voyage à Amsterdam. Donc j'utilise la recherche vocale, je parle à mon téléphone et immédiatement mes réservations vont s'afficher. Comment ça marche? Si vous avez reçu une confirmation sur votre compte Gmail de la compagnie aérienne avec laquelle vous avez fait les vols, ces informations vont automatiquement pouvoir vous être poussées par Google. L'autre exemple à côté, c'est l'alerte Google Now. C'est-à-dire qu'en fonction de l'état du trafic actuellement, Google Now va me dire donc, qu'il est temps de partir pour l'aéroport pour ne pas rater mon vol. Le dernier exemple, ça c'est assez nouveau, donc ça s'appelle Nearby Places et ça a été lancé pour le moment aux États-Unis. Donc sur un mobile, on est souvent en situation de mobilité, on peut être en train de visiter un nouvel endroit, et donc Google va me faire des suggestions d'attractions à aller visiter à proximité. Une expérience sur mobile, il faut qu'elle soit personnalisée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus personnel qu'un device mobile qu'on a toujours avec soi. Donc là, vous avez l'exemple de Google Trips, qui est une application qui a été lancée l'an dernier. Google Trips, il y a un côté qui n'est pas extrêmement nouveau, c'est la possibilité de retrouver en un même endroit toutes vos réservations de voyage. Donc mon hôtel, mon vol, éventuellement même une réservation de restaurant. Donc je télécharge l'application. Je donne l'autorisation à l'application d'aller puiser des informations dans mes confirmations de mail. Et à partir de ce moment-là, j'aurai accès à toutes mes informations de voyage qui seront joliment agrégées dans un voyage, trip to Italy, trip to Paris, etc. C'est assez pratique parce que j'ai à la fois mes prochains voyages et puis mes voyages passés. Mais ce qui fait vraiment l'intérêt de ce produit et sa personnalisation, c'est sa capacité à faire des suggestions d'itinéraire quand vous êtes à destination. Comment ça marche? C'est finalement, on utilise la data d'énormément de voyageurs qui ont fait donc, des itinéraires à Paris, par exemple, donc des itinéraires classiques. Et on va adapter ces itinéraires à vos préférences. Donc plus vous allez utiliser l'application, plus les suggestions d'itinéraires seront pertinentes pour vous.
Et puis, elles vont pouvoir s'adapter en temps réel, en fonction de signaux comme la météo. Ou même, imaginez que j'avais prévu d'enchaîner donc Musée d'Orsay, Louvre et Jardin du Luxembourg. Je passe beaucoup plus de temps que la moyenne au Musée d'Orsay parce que vraiment j'adore. Du coup, mon application va me signaler que finalement le Louvre ça va pas être possible parce que il va pas me rester assez de temps en fonction de l'horaire de fermeture du Louvre. Donc, on va me suggérer plutôt d'enchaîner par une balade au Jardin des Tuileries. Donc voilà, on va avoir vraiment des suggestions personnalisées pour l'utilisateur. C'est un exemple d'un peu d'intelligence artificielle qu'on donne dans nos produits pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Alors, un mot sur l'intelligence artificielle, parce qu'on en parle énormément en ce moment. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant maintenant ? Finalement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout un domaine de recherche récent. Ça existe depuis le milieu du dernier siècle. Enfin, c'est vraiment pas nouveau. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est qu'on arrive à un moment actuellement où il y a deux composantes essentielles qui permettent à l'intelligence artificielle de se développer qui sont réunies. D'un côté, c'est une quantité énorme de data, et de l'autre, surtout, c'est une grosse puissance de calcul. À partir du moment où on a ces deux éléments qui sont réunis, ça permet à l'intelligence artificielle de se développer beaucoup plus rapidement. Chez Google, on utilise beaucoup une des techniques qui vise à produire de l'intelligence artificielle qui s'appelle le machine learning. Il y en a d'autres, c'est pas la seule, mais c'en est une qui est particulièrement utilisée par Google. Machine learning, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement de quoi il retourne, grosso modo, habituellement, la façon classique de programmer un ordinateur, c'est de lui donner une suite d'instructions logiques à suivre pour effectuer des tâches. Ça marche dans beaucoup de cas, mais ça ne marche pas dans toutes les situations. En particulier, ça ne marche pas dans une situation pour résoudre un problème qui n'a jamais été résolu par des humains. Donc pour essayer d'aller au-delà, le principe qui sous-tend le machine learning, c'est finalement d'essayer de programmer un ordinateur pour qu'il essaie de devenir intelligent à partir d'exemples. Pour être concret, je vais demander à un ordinateur d'identifier ce qu'il y a sur une photo. D'identifier est-ce que c'est un chat ou est-ce que c'est un chien qui est sur une photo. Donc je vais l'alimenter avec énormément d'exemples de photos de chats et énormément d'exemples de photos de chiens. Et à partir de là, je vais demander à l'ordinateur de développer son propre modèle basé sur tous ces exemples pour comprendre qu'est-ce qui fait que sur une photo, on voit un chat ou sur une photo, on voit un chien. Il va tester ce modèle avec une nouvelle image de chat ou de chien qu'il n'avait jamais vu jusqu'à présent. Parfois, il va se tromper. À chaque fois qu'il va se tromper, il va adapter un tout petit peu son modèle. Et il va faire ça, en fait, il va itérer des millions et des millions de fois jusqu'à obtenir un modèle qui est finalement appris intelligemment par l'ordinateur et qui va lui permettre d'avoir une prédiction très très fine de quel animal est sur cette photo. Si c'est assez clair. Enfin, en gros, c'est ça le principe. Le machine learning irrigue déjà la majorité des produits de Google. Je vous ai mis ici quelques exemples de fonctionnalités qui sont permises par le machine learning. Par exemple, si vous regardez sur Gmail, c'est grâce au machine learning qu'on arrive à catégoriser des emails en spam avec une précision assez bonne. C'est aussi grâce au machine learning qu'on a pu, dans les dernières années, beaucoup améliorer la reconnaissance vocale. Un exemple plus travel, je ne sais pas si vous utilisez Google Photos, c'est mon produit préféré chez Google. Maintenant, dans Google Photos, vous avez la possibilité, donc parmi les centaines et les centaines de photos que vous avez sur vos téléphones, j'en suis sûre, vous allez pouvoir chercher n'importe quel mot. Vous allez pouvoir chercher plage, ski, neige, chien, enfant, piscine, n'importe quoi. Et Google va vous retourner toutes les photos qui ont trait à ce thème-là. Ça marche aussi d'ailleurs pour les éléments spécifiques qui sont dans une vidéo que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Une
Une autre application très utile pour les voyageurs de machine learning, donc c'est l'amélioration de Google Translate. Grâce au machine learning, on a vraiment fait des progrès énormes sur Google Translate. Donc là, c'est un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà testé donc, dans un pays étranger, dans un alphabet que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez aucune idée de ce qui est écrit sur un panneau ou dans un menu, dans un restaurant. Vous tenez votre téléphone devant vous en faisant comme si vous preniez une photo du panneau ou du menu et vous allez obtenir immédiatement dans votre langue la traduction. C'est assez bluffant. Moi, personnellement, j'avais fait l'expérience il y a un mois. On est revenu du Japon avec une pile de factures en japonais. Je n'avais aucune idée de quelle facture était le karaoké, quelle facture était le restaurant. Et donc, avec mon téléphone, j'ai réussi à faire mes notes de frais sans trop de douleur. Alors finalement, toutes ces technologies appliquées au voyage ouvrent de nouvelles opportunités pour répondre encore mieux aux besoins des voyageurs en temps réel et en mobilité. C'est ce qu'on appelle finalement entrer dans l'ère de l'assistance ou de la conversation. Qu'est-ce que c'est que l'ère de l'assistance ou de la conversation ? En fait, c'est la possibilité pour vous de pouvoir répondre aux besoins de vos clients, où qu'ils soient, quel que soit le device sur lequel ils sont connectés, à n'importe quelle heure. Évidemment, à partir du moment où ça répond à leurs besoins et qu'ils en ont fait la demande. Jusqu'à présent, on était souvent, donc on faisait une recherche à partir d'un ordinateur, à partir d'un smartphone, mais finalement, il n'y a plus que ça. C'est une recherche qui va maintenant, enfin, un accès à l'information qui va être beaucoup plus holistique et on ne va plus forcément avoir besoin d'être rivé à un écran pour obtenir cette information. Donc vous avez quelques exemples là. Donc évidemment, le smartphone est très loin d'être mort, mais il y a d'autres environnements dans lesquels vous allez pouvoir avoir de l'information. Donc avec votre montre, dans votre voiture, quand vous êtes chez vous, avec Google Home qui a été lancé aux États-Unis, et c'est aussi le Echo d'Amazon. Un exemple d'ailleurs du Google Assistant. Donc Google Assistant, c'est cet assistant personnel intelligent qui va vous aider à simplifier votre quotidien en effectuant des tâches. Donc c'est évidemment pas spécifique au voyage, mais on peut imaginer plein d'applications pour simplifier la recherche d'un voyage ou l'expérience du voyage à destination. Je voulais prendre cet exemple-là qui a été lancé récemment aux États-Unis. Ça s'appelle Flight Tracker. Donc, imaginez-vous chez vous en train de discuter avec vos conjoints et réfléchir aux prochaines vacances. Vous vous dites que finalement, le Japon, ça a l'air sympa, mais vous n'avez aucune idée de combien coûte un aller-retour pour le Japon. Donc, au lieu de prendre votre ordinateur, vous installer sur le canapé et essayer d'aller trouver cette information, vous allez déjà pouvoir poser la question dans le cadre de la conversation. Donc, en fait, intégrer Google dans la conversation que vous avez avec votre conjoint en disant « Ok, Google, combien coûte un aller-retour pour Tokyo ?» Google va vous donner la réponse. Un tarif à partir d'eux. Vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin en lui fournissant les dates auxquelles vous pensez partir. Et là, Google va vous proposer de suivre pour vous l'évolution du prix des vols. C'est-à-dire qu'il va se mettre une alerte et si les vols augmentent, il va vous en notifier pour que vous puissiez évidemment réserver. Donc là, vous connectez sur votre téléphone ou votre tablette, votre ordinateur ou appeler un call center pour faire finaliser votre réservation. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Cette notion d'assistance, c'est vraiment une réalité. C'est la réalité des attentes de vos clients. Donc ça va impliquer clairement une réinvention de la relation que vous allez avoir avec votre consommateur. Il y a 2 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que c'est absolument pas réservé à des boîtes de tech. Vraiment pas. Quand j'ai parlé de la techno de machine learning, en fait, Google offre en open source une techno qui s'appelle TensorFlow que n'importe qui peut utiliser. Et on a eu des exemples vraiment de boîtes artisanales qui s'en sont servies de manière extrêmement successful. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a des briques à poser dès aujourd'hui en se posant les bonnes questions. Finalement, il y a 3 questions qui nous semblent essentielles. La première, c'est est-ce que je suis assez rapide ?
parce qu'on a vu là, que vraiment l'immédiateté, c'est une attente croissante. La deuxième question, c'est est-ce que je suis capable de donner du sens à ma data? Et la troisième question, c'est comment je fais pour gagner en agilité? Alors la vitesse. Bon, la vitesse, c'est une évidence, c'est le standard auquel vous devez vous plier. Si vous n'avez pas la bonne vitesse, finalement, l'internaute ne va pas sur votre site, ne reste pas sur votre site et ne convertit pas sur votre site. Je vais vous montrer 3 chiffres. Le premier, c'est 19 secondes. Alors, 19 secondes, c'est le temps moyen de chargement des sites mobiles en 3G. Dommage, parce que 53%, c'est le pourcentage de mobinautes qui vont quitter un site s'il n'est pas chargé au bout de 3 secondes. Donc il y a comme un gap entre les attentes et la réalité. Et x2, alors x2, on a comparé des acteurs dont le site mobile se chargeait en 5 secondes avec des acteurs dont le site mobile se charge en 19 secondes. Et on a regardé qui réalise le plus de ventes. Il y a un facteur 2 entre ceux qui ont un site qui se charge en 5 secondes et ceux qui ont un site qui se charge en 19 secondes. Bon, on s'est amusé à faire un petit classement parce qu'on aime bien les rankings chez Google. Et ce qui compte ici, c'est pas les valeurs, c'est pas vraiment où vous vous situez, c'est juste une idée. Alors, on a un classement qui est grosso modo en millisecondes. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, il y a quand même une marge de progression assez importante pour l'ensemble des acteurs français par rapport, encore une fois, aux attentes des consommateurs. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que je suis capable de collecter la bonne data, de l'interpréter correctement et finalement de baser ensuite mes actions dessus? Les hommes ont toujours utilisé ce triptyque-là pour agir. C'est-à-dire que d'abord j'observe, ensuite j'interprète les données que j'ai observées et puis j'agis en conséquence. La complexité aujourd'hui, c'est en fait lié à l'immense quantité de data qui est disponible, et puis souvent à sa siloisation à l'intérieur des organisations, parce qu'on n'a pas forcément toujours accès à toute la data dont on a besoin pour prendre les bonnes décisions. Donc vraiment les questions à se poser, c'est est-ce que vous disposez des bons outils pour observer toutes les interactions des internautes avec vos sites, avec vos campagnes de communication? Est-ce que vous êtes bien dans une démarche de décloisonner cette data pour qu'elle serve à l'ensemble de l'organisation? Finalement, au minimum, est-ce que vous avez bien une vision user-centric qui intègre la dimension cross-device et la dimension cross-canal? Est-ce que dans vos campagnes de marketing, vous utilisez bien une attribution basée sur la data? C'est-à-dire, est-ce que vous accordez bien à chacun des points de contact de votre client avec vous la bonne valeur? L'enjeu, c'est toujours finalement de proposer la bonne offre au bon moment à la bonne personne. On en revient toujours là. Et la dernière question, c'est comment je fais pour gagner en agilité? Si on prend l'exemple vraiment des campagnes search sur Google, en quelques années, on dispose maintenant de millions de variables que vous pouvez utiliser pour adapter vos annonces, vos enchères. Et ça devient finalement impossible de capter tout ce potentiel-là, enfin d'utiliser toute cette richesse à la main. C'est matériellement pas possible. Donc il faut renoncer à vouloir tout optimiser de manière manuelle. Et pour ça, la clé, c'est d'utiliser des fonctionnalités d'optimisation automatique qui permettent à la fois d'adapter les annonces, à la fois de décider combien vous allez enchérir sur tel et tel segment d'audience, à quelle heure de la journée et sur quel device, ce qui va vous libérer du temps pour vous consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée, donc définir votre stratégie marketing, réfléchir à quelle cible fait le plus de sens pour vous, et ainsi donc énormément gagner en agilité dans vos campagnes marketing. Donc en résumé, on a de nombreuses opportunités qui vont émerger avec cette nouvelle ère de la conversation, des attentes clients qui vont devenir toujours de plus en plus exigeantes,
Et si je devais donner trois axes à prioriser dès aujourd'hui pour commencer, c'est vraiment la vitesse, la data et l'agilité. Merci beaucoup.